Alors, il y a quelqu'un qui m'a croisé tout à l'heure, qui m'a dit: t'animes à une conférence sur l'industrie 4.0. Ah bon, on est déjà passé au 4.0. Donc ça l'a impressionné. Il n'a pas eu l'impression de voir tellement l'industrie 2.0, ni même la 3.0. Je lui ai dit: bah oui, il faut qu'on ait un peu d'avance sur notre temps quand même. Donc on va quand même. Alors le concept, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'en ai ni la prétention, ni les capacités. Donc c'est un concept, enfin on va voir si c'est autre chose qu'un concept déjà, donc c'est quand même une notion qui existe. Au-delà de l'industrie 4.0, on va le voir avec les 4 intervenants qui nous ont fait le plaisir de participer à ce débat. On a un peu étendu, hein, on parle d'industrie étendue, on a un peu étendu la notion bien sûr aux objets connectés, à la Smart City, parce qu'on va voir que la Smart City a aussi, on le verra avec Patrick Chambet, a aussi des problématiques industrielles, hein, tu le rappelleras, de gestion de l'eau, de gestion de l'envie de l'air, etc. Donc on va essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion, comment on peut l'aborder, qu'est-ce que ça veut dire, quels en sont les enjeux, bien sûr les enjeux en termes de sécurité. Ce que je voudrais également qu'on débatte, c'est, on a beaucoup parlé, et notamment au cercle, pour ceux qui viennent au cercle, des systèmes SCADA, donc voir où on en est par rapport à ces systèmes SCADA. Est-ce qu'on a avancé aussi dans la réflexion? Est-ce qu'on a avancé aussi dans la communication entre les automaticiens, comme on les appelle, et les RSSI? Donc on va essayer, on n'a que 45 minutes hein, de traiter de ce sujet. Je vous laisserai 5-10 minutes à la fin pour des questions, si vous le souhaitez. Et puis voilà, bon, je vais demander à chacun de se présenter, comme ça, moi je vais arrêter de travailler. Lionel, vous commencez? Oui, Lionel Gervais, responsable stratégie et marketing d'Airbus Cybersecurity. Merci. Stéphane Joguet, responsable risque et sécurité des systèmes d'information du groupe d'AR. Merci. Patrick Chambet. On a 3 micros pour 5. Patrick Chambet, donc RSSI de la métropole Nice-Côte d'Azur, donc bienvenue chez nous, et donc responsable également de la sécurité de la Smart City. Stéphane Menet, chef de projet sécurité des systèmes industriels à l'ANSSI. Et dans système industriel, on a mis beaucoup de choses, puisqu'on a mis les systèmes de contrôle de procédés industriels. On a mis aussi tout ce qui était smart quelque chose, les smart buildings, les smart cities, les smart grids, les smart on ne sait pas trop quoi. Alors, en gros, voilà, tout ce qui pilote physiquement des installations, donc un périmètre plutôt large. Bon, alors, merci Stéphane. Alors Stéphane, on a 2 Stéphane. Donc il y en a un qui est à ma droite, l'autre à ma gauche. Donc je vais commencer par Stéphane Menet. D'abord, je voudrais, alors là aussi, quand on a préparé ensemble, alors vous m'avez pas parlé d'industrie 4.0, vous m'avez dit carrément c'est l'industrie du futur. Et l'usine du futur, c'est une accélération du numérique dans l'industrie. Bon, alors j'aimerais que du point de vue de l'ANSSI, vous avez dit, on s'intéresse à tout ce qui est smart, mais plus précisément, si on reprend notre notion d'industrie 4.0 ou d'industrie du futur, peut-être distinguer, qu'est-ce que vous distinguez, où en est l'ANSSI aujourd'hui dans ses réflexions? Et puis peut-être définir un peu le... Voilà, alors déjà, l'industrie du futur, l'usine 4.0, la smart industrie, je ne sais pas trop quel est le terme qu'il faut utiliser. L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est de dire c'est la 4e révolution industrielle. Hein, il y a eu la première révolution, la vapeur, l'électricité, l'automatisme, et maintenant c'est le numérique. Donc on est bien dans un monde où on a une industrie aujourd'hui qui est numérisée. Et pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là? Puisque qui dit numérique, dit à un moment donné qu'il faut avoir confiance dans le numérique. Et qui dit confiance dans le numérique, dit à un moment donné cybersécurité. Donc c'est à ce titre-là qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Peu importe à la limite le label qu'on met là derrière. En tout cas, c'est l'accélération quelque part du monde numérique dans les usines qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Alors ça n'a rien de nouveau puisque finalement le numérique dans l'industrie, ça date pas d'aujourd'hui. Les systèmes automatisés, les systèmes informatisés, on en a depuis plusieurs dizaines d'années, ça fonctionne bien. Là, on assiste juste à une accélération puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de l'information est complètement numérisé, à tel point qu'on a parfois du mal à faire la distinction entre le système d'information de l'usine, celui du fournisseur et puis celui du client. Je vais prendre un exemple tout simple, l'automobile, où s'arrête le système d'information de l'équipementier automobile
Est-ce qu'il va jusque dans la voiture qui sort des chaînes de production ou pas? Enfin, vous voyez ce qui se cache autour derrière ce concept d'usine 4.0. Parce qu'on a vraiment une étendue, une accélération du numérique dans le monde de l'industrie. À la fois pour les chaînes de production, mais aussi pour les produits qui sortent de ces chaînes de production. Alors concrètement, comment l'ANSSI peut intervenir? Quels sont aujourd'hui vos interlocuteurs dans cette industrie 4.0? Alors plusieurs interlocuteurs, certains sont opérateurs d'importance vitale, donc cela fait partie de nos missions. C'est ceux qu'on ne connaît pas mais que tout le monde connaît. Voilà, ceux qu'on ne cite pas mais que tout le monde connaît. C'est ça qu'on pour reprendre ne les cite propos pas. de Guillaume Poupard ce matin. Qu'on peut imaginer, parfois il y a des surprises, donc ça a du sens quand même que la liste soit protégée. Comment on intervient également puisqu'on anime un groupe de travail sur la sécurité des systèmes industriels et que dans ce groupe de travail, on va retrouver des équipementiers qui vont fournir des automates programmables industriels, tout un tas de trucs. Ces équipementiers, aujourd'hui, ont des chaînes de production, sont porteurs de solutions Industrie 4.0, mais sont aussi consommateurs de ce genre de solutions. Donc on intervient sur ces deux tableaux, l'objectif étant d'arriver à donner de la confiance dans le numérique. Et ça, c'est un mot qui est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire confiance? Comment on s'assure en gros que les chaînes de production, les produits qui sortent de ces chaînes de production, font bien ce pourquoi ils ont été faits et ne font que ce pourquoi ils ont été faits. Et alors, ça paraît tout simple à dire, par contre, en pratique, à vérifier, ça l'est beaucoup moins. Et alors, est-ce que justement vous arrivez, on parlera tout à l'heure du design by secure, ou secure by design, je ne sais plus dans quel sens. Merci. Mais est-ce que vous arrivez quand même, puisque là c'était un point qu'on avait souvent soulevé et qu'on soulèvera peut-être encore tout à l'heure à propos des SCADA, qu'il y avait un problème quand même avec vos interlocuteurs venant de ces systèmes industriels, de fabricants, de fournisseurs de systèmes industriels pour qui la sécurité n'est peut-être pas la même priorité que celle des informaticiens, des gens qui viennent de l'informatique. Ils n'ont peut-être pas la même conception. Si on remonte un petit peu dans le temps, et pas si loin que ça, il y a une dizaine d'années, vous parliez de cybersécurité à un automaticien, il vous disait c'est quoi ce truc-là? J'ai été dans l'industrie pendant quelques années et clairement, j'ai jamais mis une ligne, enfin j'exagère un peu, mais dans un CCTP, j'ai jamais précisé quoi que ce soit en matière de cybersécurité. C'était pas un besoin à l'époque. Maintenant, il y a quelques événements qui sont produits, en 2010 par exemple, qui ont montré que si on ne prenait pas en compte ce sujet de la cybersécurité, on pouvait avoir quelques conséquences assez désagréables. Donc on est dans une évolution autour de ce sujet-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus concevoir des systèmes industriels si on ne prend pas en compte cet aspect cybersécurité. Donc ça ne se fait pas brutalement du jour au lendemain. On a deux populations qui ont des cultures différentes, qui doivent travailler ensemble. Et c'était un petit peu le thème de la conférence de ce matin. Il faut bien agir ensemble pour avancer. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on constate sur le terrain, et ça c'est quelque chose de très positif, c'est que les informaticiens, les automaticiens, les experts métiers se mettent autour de la table et travaillent ensemble. Si on veut arriver à avoir confiance dans le numérique, c'est parce qu'à un moment donné, on veut protéger un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on veut protéger? On veut protéger ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Ce n'est pas l'informaticien qui va définir ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Ce n'est pas l'automaticien. C'est l'expert métier éventuellement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut mettre autour de la table un certain nombre de compétences, de cultures, d'horizons différentes pour arriver à donner cette fameuse confiance dans le numérique. Et ça, c'est un point qui aujourd'hui est très positif, parce que s'il y a 3 ans, on avait du mal, on prêchait un peu dans le vide quand on disait il faut mettre autour de la table tous ces gens-là, mais ils n'arrivent pas à se parler. Aujourd'hui, on constate que dans la réalité, il y a encore des progrès à faire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on constate que ça commence à prendre. Les gens ont compris qu'on ne pouvait pas traiter l'informatique dans son coin sans traiter les problématiques métiers et les associés. D'accord. Alors Lionel Gervais, est-ce que vous partagez les propos de Stéphane Menet sur, lui, constate quand même des progrès, il constate qu'on se parle de plus en plus. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Alors les propos de notre autorité nationale, je les partage toujours. Voilà. Non mais non mais blague mise à part, je pense en effet c'est peut-être pas une révolution qu'on va vivre, mais en tout cas c'est une accélération très forte avec des vagues importantes. Ça ne se fera pas d'un coup, c'est sûr, mais l'IT, le monde numérique, rencontre l'univers de l'entreprise et offre par là des possibilités de croissance
et d'optimisation des coûts absolument incroyables. En tout cas pour nous, Airbus, le but c'est sur quelques années quand même de diviser les coûts de production et les temps de cycle d'un avion par 2. Ce qui est pas sur négligeable. Sur 10 ans sur à peu 10 ans. près. Ce qui est quand même vraiment une progression assez forte, assez importante. Alors parler de révolution, c'est peut-être le mauvais terme, parce qu'une révolution, on s'imagine une cassure brutale. Ça va pas être comme ça, même si l'IT met à disposition des technologies importantes, le big data analytics, le cloud bien sûr, l'internet des objets, l'impression 3D, tout ça, ça va s'imbriquer après petit à petit, mais très nettement, je pense qu'on va avoir une évolution forte. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite de Roland Berger qui montre que pour que l'Europe tienne un niveau de pole position, ou disons obtienne le niveau de la pole position sur l'industrie 4.0, il faudra dépenser 90 milliards par an sur 15 ans. 90 milliards, c'est quand même énorme. Donc ça va pas être 90 milliards par an, ça va être lissé sans doute avec une phase de progression comme ça. Et combien pour la sécurité Alors, voilà, IT 0,01%. Non, je pense pas, parce que justement par rapport à ce qu'on connaît d'aujourd'hui, je pense que la portion réservée à l'IT sur les 90 milliards, ça va être beaucoup plus important que les 5% qu'on donne d'habitude. Donc ça sera peut-être du 20, peut-être plus même 30%. Et la sécurité de cette portion-là, ça va être un business de plusieurs milliards. Donc on parle de risques associés à une évolution, bien sûr, parce que toutes ces technologies vont amener des possibilités, des outils, mais aussi des risques, et en même temps aussi une opportunité commerciale importante pour nous tous en tant que fournisseurs de sécurité, et aussi une chance pour l'industrie, en particulier en France, sur certains aspects, de rattraper un retard. Parce que justement, la numérisation, ça va nous permettre de relancer l'industrie avec nos capacités, en particulier en France, tout ce qu'on a comme créativité, industrie, start-up. Et quand on parle de start-up, d'application, je ne pense pas que les start-up aient forcément toujours en tête la sécurité de leur application. C'est ce que j'allais vous dire, parce que qu'on soit dans une politique, dans une démarche de rattrapage, de démarche avec des entreprises méritantes, Airbus, elle, est peut-être très impliquée dans les problématiques de sécurité, mais je ne pense pas que tous les industriels en soient au même niveau de maturité. Ouais. Donc on peut rattraper, on va avoir de la productivité, diviser par 2 ses coûts de production, grâce aux nouvelles technologies, enfin aux technologies qui arrivent, d'accord, mais quid de la sécurité derrière? Est-ce qu'elle est, elle est où la sécurité là? Alors justement, il faut qu'elle soit intégrée. Il y a plusieurs mesures à prendre. Il faut qu'elle soit intégrée dans les concepts dès le début, parce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment visible, disons, même si dans l'aéronautique, l'automobile, l'industrie 4.0 commence à pointer son nez, et je crois que la sécurité joue un rôle important. Mais j'étais il y a 2 semaines à peu près à Smart Industry. Je dirais que j'ai vu 2 entreprises sur l'ensemble des exposants qui s'occupaient de cybersécurité, qui le montraient. Le reste, même, je vous assure, en posant des questions, des fois on était surpris. Ils préparaient les assises, les autres, c'est pour ça. Oui, mais les 2 aussi avaient une approche un peu différente. Mais ça suffit, et ça ne suffit pas pour fournir aux clients les solutions dont ils ont besoin. Pareil pour Hanovre, il y a quelques mois, Hanovre c'était passionnant, on voyait Industrie 4.0 de partout, mais rien sur la cybersécurité. Absolument rien. Oui, moi j'étais surprise. C'est vrai que j'ai dit au début que c'était les Allemands qui avaient quand même poussé la notion d'industrie 4.0. Quand on regarde la littérature, on voit beaucoup de choses provenant des Allemands. Enfin, moi je ne lis pas suffisamment bien l'allemand pour tout comprendre, mais les traductions, j'ai pu en avoir. Mais c'est vrai que ce que j'en ai lu, j'ai pas vu beaucoup parler de sécurité, enfin de sécurité. Alors, IT. Il y a peut-être une explication aussi toute simple à ça. C'est peut-être une explication commerciale. Hein. La 4.0, il faut la vendre aussi. Hein. Donc la sécurité peut être perçue comme un frein, comme un centre de coût à supporter. Ça viendra peut-être un peu plus tard. C'est pas vendeur, quoi. C'est pas sexy. C'est pas sexy la sécurité. C'est pas vendeur. Les Allemands ont compris qu'il fallait qu'ils évoluent dans le sens de la 4.0 parce que leur position dominante sur l'industrie, en tout cas en Europe, peut être menacée par
par cette évolution. Donc ils ont pris carrément le lead. Je pense qu'on a pris de bonnes décisions aussi en France pour s'accrocher à cette initiative. Mais la sécurité fera la différence. Je pense que ceux qui investiront de manière sensée sur la sécurité feront la différence à moyen terme. Merci. Alors on va continuer, puis on reviendra quand même sur ces sujets qui sont très très importants. Stéphane, notre Stéphane Joguet, Daher. D'abord peut-être nous rappeler en quelques mots, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse parfaitement toute l'activité de Daher, et puis savoir où en sont les réflexions chez Daher sur ce sujet. Alors Daher, on est équipementier de rang 1 dans l'aéronautique, le nucléaire et la défense. Donc je suis très content d'apprendre qu'Airbus va réduire son temps de cycle par 2 en 10 ans. Il va falloir qu'on s'accroche. C'est un but, hein. Ouais, non, mais c'est intéressant. Donc, on est donc équipementier, donc on fait des pièces d'aérostructure principalement, entre autres pour Airbus, pour d'autres aussi. Et on a des activités industrie et services. Alors l'industrie 4.0, effectivement, nous aussi, on suit ça de près. Il suffit de regarder l'actualité. On a eu quelques visites sur nos sites où on déploie des nouvelles technologies pour essayer de suivre le rythme de nos donneurs d'ordre. Alors, effectivement, il y a une vraie accélération sur les sujets autour des systèmes industriels, on peut les appeler comme on veut, hein, les SCADA, les systèmes industriels, on a parlé de l'impression 3D, l'Internet des objets. Ce qui est surtout frappant, c'est cette accélération, elle est liée en fin de compte à l'importation des usages qu'on a aujourd'hui dans le monde bureautique de gestion classique dans le monde industriel. Et c'est là où, en fin de compte, on a atteint les limites de l'exercice des systèmes industriels d'il y a 10 ans, où effectivement, le système était fermé, il était autosuffisant, il n'avait pas besoin de communiquer avec l'extérieur ou très peu. Et donc, on n'imaginait pas qu'on puisse avoir un problème sur un système industriel. Bon. Après, on a eu des gens qui nous ont aidés à comprendre qu'on pouvait avoir des problèmes sur les systèmes industriels. Et c'est en regardant du coup ces systèmes industriels qu'on s'est rendu compte que, les usages qu'on avait par ailleurs, on les avait aussi sur les systèmes industriels. Et là, on a quand même un retard à rattraper. Alors, il y a une chose, par contre, sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La sécurité vue comme un centre de coûts, pour les gens qui vont vendre de l'industrie 4.0, non, au contraire, c'est la sécurité comme apporteur de valeur. Parce qu'on a justement besoin de retrouver et d'avoir de la confiance dans le système. Donc il faut que les gens en charge du marketing, chez les offreurs, Je parlais des clients. apportent justement dans leur discours le fait que oui, la sécurité apporte de la valeur, ce n'est pas qu'un centre de coûts. Et évidemment, les offreurs qui demain pourront mettre en avant que leur produit répond aux exigences de sûreté de fonctionnement classique, mais aussi apportent de la sécurité de fonctionnement, ceux-là auront un avantage concurrentiel non négligeable. Et je pense que là, il faut effectivement certains fournisseurs historiques à qui on demandait de mettre des antivirus sur des solutions de contrôle commande qui nous disaient « mais il n'y en a pas besoin, monsieur ». Là, aujourd'hui, on voit qu'ils ont fait des efforts. Bon, il faut continuer dans ce sens-là, mais on a encore pas mal de chemin à faire quand même. Alors, justement, là, tu parlais de sécurité de fonctionnement. On a aussi un problème sémantique. Je ne sais plus avec lequel d'entre vous, peut-être avec les 4 d'ailleurs. On a essayé de distinguer sécurité, sûreté. Ce problème, on a l'impression qu'il y a encore 2 mondes. On parle de sécurité des systèmes d'information, de sécurité numérique, technologique avec vous, RSSI, et de la sûreté. Donc, c'est un autre monde des systèmes industriels où le plus important c'est d'assurer la production, même si on a bien sûr une sûreté, mais on assure la production. Et puis alors que le RSSI, lui, il a peut-être une autre exigence immédiate, quoi. C'est quelque chose aussi que tu ressens chez toi. Oui, tout à fait. C'est 2 mondes qui sont amenés à travailler ensemble, qui ne se côtoyaient pas jusqu'à présent. Donc les automaticiens d'une part, et pour eux effectivement, le but du jeu, c'est que la perceuse, elle perce son trou. Et puis tant qu'à faire, de respecter les codes qu'on a donnés. Leur enjeu à eux, c'est ça. Leur enjeu, c'est pas de s'assurer que quelqu'un n'est pas venu modifier l'endroit où on allait percer le trou, parce que du coup le trou il sera percé effectivement au mauvais endroit, et quand on va vouloir assembler la pièce sur l'avion, ça ne marchera pas. Et là on aura perdu quelques avions le temps de rectifier la série. Donc c'est bien ça où on avait un problème en tout cas de discussion avec les automaticiens qui ne comprenaient pas nos enjeux, qui ne voyaient pas les risques, mais
discussion qu'on avait eue il y a quelques années avec le reste de la population des systèmes d'information de gestion, quand on allait expliquer à une direction administrative et financière qu'on allait mettre du contrôle ou de l'authentification forte parce que les données qu'ils manipulaient étaient sensibles, tout ce qu'ils voyaient c'était bon sang, maintenant en plus du mot de passe il faut que j'ai ma carte, mon token, en plus ça marche pas, enfin bon. Donc on avait déjà eu ces discours-là, ces discussions-là, il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin, qu'on aille voir les gens des systèmes industriels, les automaticiens, les métiers, qu'on leur explique et qu'on travaille ensemble. Oui. Et alors, dernier point, parce que là aussi, ça m'avait interpellé. Tu m'avais dit, c'est très bien, nous, à la DSI, nous devons répondre plus vite. Notamment, il faut que l'on essaie de courir aussi vite que les spécialistes de l'innovation, parce qu'eux, ils ont plein d'idées, ils vont très vite, oui. Ils ont des idées géniales. Eux, ils sont en train de révolutionner le monde, et derrière, le RSSI... C'est exactement ça. Ils vont très vite, effectivement. Ils veulent révolutionner le monde. Ils mettent des nouvelles technologies dans nos usines. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous permet d'être plus performants que nos concurrents et plus productifs. Mais nous, derrière, on arrive avec le mauvais rôle, parce que quand on va industrialiser l'innovation, oui, il y a quelques contraintes de fonctionnement. Il y a une DSI qui a un mode de fonctionnement qui est un peu plus lourd et moins agile, en tout cas, que nos amis de l'innovation. Et puis, il y a des choses bêtes et méchantes. Quand on fait de l'impression 3D, alors dans le labo, ça fonctionne bien. En test, ça fonctionne bien. Et puis, quand on est sur le système d'information de l'entreprise, une imprimante, un plan en 3D, c'est pas un PDF, quoi. Donc, quand on envoie des plans imprimés, quand on en envoie plusieurs, on peut avoir des effets de bord sur la qualité de fonctionnement globale du système d'information. Alors tant qu'on reste sur un réseau isolé, à la rigueur, les impacts sont maîtrisés. Mais étant donné qu'on les interconnecte de plus en plus, et si l'impression, je l'envoie depuis ma station CAO qui est sur le réseau de gestion, et que ça doit aller jusqu'au réseau industriel, là, sur le chemin, on a quand même quelques chaos. Donc, c'est toutes ces discussions-là qu'il faut qu'on ait avec nos amis de l'innovation, parce que oui, ils n'avaient pas pensé à ces points-là, et puis avec nos amis des systèmes industriels pour trouver la bonne solution. Bon, ça fait beaucoup d'amis et beaucoup de discussions, mais c'est bien. On passe notre temps à discuter et à travailler. Merci. Alors, Patrick, là, on a une problématique un petit peu différente, mais pas si éloignée que ça. Peut-être nous rappeler ce que tu fais à Nice, qui est, rappelons-le, 4e Smart City mondial selon le rapport Juniper Research. Et j'ai regardé le classement. 1e Barcelone, 2e New York, 3e Londres, 4e Nice, 5e Singapour. Bravo. Alors, au-delà de ce satisfait site, si on reste dans notre sujet et par rapport à ce qui a été dit précédemment, donc comment replacer ça un petit peu, ces problématiques de... Alors, on n'est pas là dans de l'industrie 4.0, on est dans la cité d'aujourd'hui et de demain. Alors effectivement, déjà un propos liminaire, je crois que j'ai l'explication pour l'industrie 4.0. Vous savez qu'à Nice actuellement il y a un film qui se tourne, c'est Brise de Nice 3. Alors pourquoi 3 ? Ah oui, il n'y a pas de 2, c'est vrai. Alors on a posé la question à Jean Dujardin et il a répondu parce que le 2 on l'a cassé. C'est un peu ça. Donc voilà, on est passé directement à l'industrie 4.0. Alors pourquoi la Smart City est dans cette même dynamique ? Parce qu'effectivement on connecte au système d'information des métropoles de plus en plus d'objets qui sont effectivement destinés à améliorer la vie des citoyens. Donc c'est un peu l'objectif de la Smart City finalement. Et puis on a différents essais, différents POC qui sont menés avec différents constructeurs, avec différents besoins qui sont faits pour les citoyens et tout. Et on s'aperçoit que finalement, au fur et à mesure du temps, on a connecté énormément d'objets industriels dans l'espace public et au système d'information de la métropole. Donc on a les mêmes problématiques finalement que les industriels. Alors on n'a pas de chaîne de montage, on n'a pas de machine-outil, mais on a des processus qui agissent parfois directement sur la vie des citoyens. Donc je pense au transport par exemple, je pense aussi à la gestion de l'eau, à la collecte des déchets, parfois la qualité de l'air, même puisqu'on a des capteurs de qualité de l'air. Donc on a un peu les mêmes problématiques. Donc on a évoqué la majorité des problématiques, notamment effectivement les constructeurs qui ne prennent pas en compte la sécurité by design, on va y revenir juste après. Le fait aussi qu'il y ait une course des startups à l'innovation et à la proposition de nouveaux services et de nouveaux matériels. Et donc effectivement il y a une notion de time to market. Et forcément quand on veut être le premier à mettre un produit sur le marché, on le développe le plus vite possible en enlevant tout ce qui n'est pas indispensable. Et en général, les gens ne pensent pas que la sécurité est indispensable, pour le moment en tout cas. Donc il y a pas mal de culture des fournisseurs et des constructeurs à faire évoluer.
comme on l'a dit effectivement jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment des choses qui se voient de la part du citoyen, donc il ne faut pas se rater, quoi. Il faut vraiment faire attention. La Smart City, ce n'est pas une expérimentation seulement, il y a aussi des choses réelles. Et ce que tu disais, c'est que les citoyens, finalement, sont peut-être plus exigeants et plus attentifs à la sécurité qu'un salarié dans une entreprise, parce qu'ils sont peut-être plus habitués à une sécurité physique. On fait attention qu'on ne va pas se faire écraser par une voiture, on fait attention qu'on ne va pas se faire bousculer dans la rue. Donc ils sont peut-être plus attentifs et ça rejaillit sur leur utilisation finalement de la Smart City. Exactement. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect service vécu, en fait. Donc, effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose dans ma vie de tous les jours d'avoir quelque chose de connecté informatiquement, etc. Donc, il y a des aspects positifs, bien sûr, où on peut géolocaliser les transports, savoir dans combien de temps exactement ils vont arriver, etc. Pour la collecte des déchets, c'est plus la peine de faire passer forcément des camions tous les jours. On sait qu'il y a des bennes qui vont dire ça y est, je suis pleine, venez me chercher. Donc, on va avoir moins de trafic. Donc, il y a des choses positives. D'un autre côté, le deuxième aspect, c'est que les citoyens vont s'inquiéter un petit peu de la façon dont on va gérer leurs données personnelles. Donc, il y a une notion assez importante de données personnelles, peut-être un peu plus que dans l'industrie. Donc, normalement, on fait en sorte que la majorité des services rendus soient anonymisés. En général, on n'a pas besoin de connaître, évidemment, l'identité des citoyens pour leur rendre service. Donc, on leur assure qu'on anonymise les données avant de les collecter dans les data centers de la métropole pour ensuite actionner les actionneurs, justement, sur les différents services. Il y a aussi une notion d'open data. Vous connaissez le terme d'open data, c'est les collectivités, les mairies ou autres, mettent à disposition du public certains jeux de données, là encore anonymisés, pour que des startups puissent inventer de nouvelles façons de les utiliser pour, là encore, rendre des services aux citoyens. Donc on assure bien sûr que ces données soient anonymisées. Et quand il y a de rares expérimentations où on met des capteurs chez les citoyens, chez eux, alors c'est sur la base du volontariat, bien évidemment, et puis là, on leur assure aussi que leurs données sont parfaitement sécurisées dans des entrepôts de données isolés au sein de nos data centers chez nous en France, c'est pas hébergé dans le cloud ailleurs. Et puis bien sûr, on leur assure que les bonnes pratiques de sécurité dans le domaine informatique sont appliquées à leurs données de manière classique, contrôle d'accès, traçabilité, etc. Voilà. D'accord. Alors, en tant que RSSI en charge de ces sujets de Smart City, quelles sont les principales difficultés que tu peux rencontrer aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont comparables à celles que tu rencontrais quand tu étais dans une entreprise privée ou est-ce que, justement, qu'est-ce qui est lié à ces Smart City? Il y a les deux, il y a des problématiques assez traditionnelles puisqu'on est un service informatique mutualisé pour toutes les communes, donc la commune de Nice et puis les 48 communes qui sont autour. Donc on assure des services mutualisés traditionnels, on est des hébergeurs également. Et puis on a ces nouveaux services de Smart City qui là ont quand même des aspects assez nouveaux, assez novateurs. Donc il y a pas mal de problématiques, donc il y a un existant à gérer, donc parfois il faut faire un petit peu d'inventaire pour vérifier qu'on gère à peu près tout correctement, qu'on n'a rien oublié. Il y a parfois des choses à sécuriser, des réseaux à isoler. C'est les bonnes pratiques SCADA assez traditionnelles finalement. Et puis parfois on s'aperçoit que le produit fourni par un intégrateur ne permet pas de faire ce qu'on aimerait. Notamment, on ne peut pas authentifier les équipements qui vont remonter des données, des choses comme ça. C'est embêtant. Ça n'a pas été conçu justement avec de la security by design et on est embêté. Donc on essaie de trouver des moyens de sécuriser par ailleurs. Là encore, segmentation réseau, filtrage, etc. Et on attend avec impatience les prochaines générations d'équipements qui vont quand même prendre en compte les bonnes pratiques de sécurité, notamment l'authentification des équipements qui se parlent, le fait qu'on ne puisse pas faire de rejeu, donc envoyer plusieurs fois la même donnée et donc provoquer les mêmes actions, avoir un peu plus de traçabilité également. On a des équipements parfois qui ont assez peu de traçabilité, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a fait quoi. Un peu comme dans l'industrie, Donc là encore, les intégrateurs, les fournisseurs ont pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. D'accord. Alors, quelqu'un qui voulait intervenir sur ce que... Oui, Stéphane, vas-y. Alors, clairement, les intégrateurs, les équipementiers ont des progrès à faire, mais les donneurs d'ordre aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, j'insiste, je ne dis pas pour Nice Métropole, qui fait sûrement très belles choses, mais dans les cahiers des charges qu'on voit passer à l'ANSSI, je peux vous dire, c'est la tristesse en termes d'exigence de cybersécurité. Je ne vais pas me faire l'avocat des équipementiers, mais si on leur demande rien, ils ne vont rien faire. C'est aussi bête que ça. Maintenant j'exagère un peu parce qu'il y a quand même des bonnes pratiques où il n'y a pas besoin d'exprimer dans un cahier des charges le fait qu'il faut ne pas mettre de mot de passe connu en dur, de choses comme ça. Mais après, qu'est-ce que l'on veut comme fonction de sécurité? Ça, si on ne l'exprime pas, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'un capteur, un automate industriel ou tous ces trucs-là, ils peuvent être
utilisé dans tellement de contextes différents que le besoin de sécurité associé va être différent suivant le contexte. Et si dans les cahiers des charges on n'exprime rien, eh ben, on n'aura que ce qu'on a exprimé, rien. Donc c'est bien une responsabilité à un moment donné collective. Il y a des gros progrès à faire côté équipementier pour enlever toutes les mauvaises pratiques qu'on connaît du monde de l'IT, qu'on n'a encore pas éradiqué d'ailleurs du monde de l'IT, encore une fois un mot de passe connu en dur, etc. Mais aussi un gros progrès côté intégrateur, pour bien intégrer les produits, parce qu'un produit sécurité by design, c'est très bien, mais s'il est intégré n'importe comment, au final, la fonction de sécurité, elle sera pas adaptée. Et puis, il y a un gros travail de spécification. Parfois, les gens viennent nous voir en disant comment on fait pour sécuriser nos systèmes, ou comment on fait pour protéger nos données. Et on leur dit, mais mon pauvre monsieur ou ma brave dame, on ne sait pas. Protéger les données, quelles données ? Ces données sont des données de configuration, des données à caractère personnel, des données qui ont un caractère réglementaire parce qu'il faut les garder pour assurer la traçabilité des événements, etc. Contre quoi voulez-vous protéger ? Est-ce que c'est de la confidentialité ? Est-ce que c'est de l'intégrité, etc. Contre qui voulez-vous protéger ? Et c'est tout ça qu'il faut arriver à traduire dans un cahier des charges, à l'exprimer clairement, s'assurer que ce soit bien compréhensible par les intégrateurs et par les équipementiers derrière. Et tout ça, ça prend un petit peu de temps, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, faut bien reconnaître que on part d'assez loin. Oui, maintenant, je pense que le constat, il est quand même plutôt positif, parce que si on compare ce qui s'est passé dans le monde de l'IT et qu'on compare ce qui se passe maintenant dans le monde de l'industrie, je trouve qu'on va quand même beaucoup plus vite dans le monde de l'industrie. Oui, tout à fait. Absolument, je confirme. C'est l'impression qu'on peut avoir. Et en plus, j'insiste sur le fait que la sécurité, c'est quand même un métier à part entière. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur des projets, à mon avis, il est souhaitable et important de justement récupérer toute l'expérience qui a été traitée et acquise lors de ces dernières années sur l'IT. Airbus a une situation un peu particulière parce qu'on est en même temps industriel et puis en même temps acteur dans la sécurité. Donc on profite de cette situation pour élargir, pour travailler aussi avec les équipementiers, avec les gens qui sont demandeurs, nos clients, et on arrive à former l'offre qui correspond à leurs attentes. Mais je crois que c'est crucial. La sécurité est un métier. On ne peut pas inventer ça si ce n'est pas le corps de business de son entreprise. Oui, alors moi c'est un peu la question, mais vous y avez répondu un petit peu, mais est-ce qu'on a quand même appris de l'époque du SCADA, où là je reviens un peu parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes SCADA, et ça va sans doute perdurer encore quelques années. Est-ce qu'on a appris de cette époque où on ne se parlait pas, où les systèmes n'étaient pas si peut-être sécurisés comme il le faudrait? Je pense que le SCADA, c'est pas encore réglé. On a appris, oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a de premières solutions qui arrivent sur le marché. On a compris qu'il fallait traduire un peu et trouver le langage commun avec l'industrie sur le sujet. Donc ça a commencé aussi par des propositions d'audit, des conseils pour comprendre quelle est la situation et au moins comprendre l'état des lieux. Et on commence à travailler et il y a des solutions qui commencent à sortir sur des sondes, sur des firewalls, des pare-feux, SCADA, et jusqu'à après des idées pour aller plus loin sur la supervision. Donc je pense que le sujet va être de mieux en mieux traité, mais ça fait partie aussi de l'industrie 4.0. Le SCADA, pour moi, c'est une des premières briques et on est au début. Stéphane ? Je pense que le gros avantage, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, on bénéficie de l'expérience des 10, 15 dernières années, 20 dernières années sur l'informatique de gestion, où on a découvert la sécurité, on a découvert des équipements, on a créé des équipements pour répondre à des besoins qui n'étaient pas adressés. Et là, c'est pas un nouveau monde, l'industrie 4.0, c'est juste un pan des systèmes d'information qu'on n'avait pas adressés jusqu'à présent, et sur lesquels on se pose les mêmes questions que les questions qu'on se posait quand Internet est arrivé, qu'on a ouvert nos entreprises à l'extérieur et qu'on s'est dit, zut,
qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des petits malins qui ont trouvé une façon de rentrer, on n'avait pas imaginé qu'ils rentreraient, et ils sont là maintenant. Alors comment on fait pour se prémunir de ça? Et là, on refait la même chose, sauf que, oui, on l'a déjà vécu, donc on va plus vite, on sait à peu près ce dont on a besoin. Donc on a quand même acquis, on a quand même capitalisé sur... C'est pour ça qu'aujourd'hui, les éditeurs vont plus vite, sont un peu plus réactifs, surtout les éditeurs historiques du monde industriel, parce qu'ils ont bien vu, on a pléthore de sociétés, et des très grosses aujourd'hui, qui sont nées grâce à la sécurité d'Internet, et qui aujourd'hui croissent là-dessus. Et les éditeurs historiques, ils veulent garder leur place, donc ils occupent le marché. Et tant mieux. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, je crois que c'est toi qui avais posé la question, d'une certification de ces systèmes industriels? Et là, je me tourne vers l'ANSSI. Alors, bien sûr, si c'est que français, là, on en revient toujours au même problème, mais est-ce que vous réfléchissez avec vos homologues européens? Alors, juste avant la certification, un petit mot quand même, parce qu'on se focalise sur l'industrie 4.0, sur les nouveaux systèmes, on capitalise par rapport à ce qui s'est passé. Mais malheureusement, en France, il y a quand même beaucoup de sites industriels, de systèmes industriels qui sont d'ancienne génération, qui vont le rester. On ne va pas rénover complètement l'ensemble des sites industriels français pour mettre de la cybersécurité. Ça n'aurait pas de sens. Donc on sait très bien que sur certains systèmes, on n'aura pas tellement de solutions pour protéger, pour pouvoir mettre quelques pare-feux, etc. Mais par contre, on va peut-être les défendre. Et c'est là où la notion de détection d'incidents va être extrêmement importante. Parfois, les gens disent « on ne peut pas patcher mon système, c'est un Windows XP, c'est vieux ». Je dis « oui, Windows XP, c'est récent pour le monde industriel. Vous allez sur certains sites, vous avez des systèmes GECOS qui datent des années 60, et ça fonctionne bien. Donc, il ne faudra surtout pas les changer sous prétexte que c'est attaquable d'un point de vue cyber. Maintenant, comment on fait pour se protéger d'une attaque? On ne peut peut-être pas. Par contre, on peut peut-être la détecter. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, pour les nouveaux systèmes, effectivement, on travaille sur l'aspect certification. Donc, au niveau de l'ANSSI, on délivre 2 types de certification. La certification de sécurité de premier niveau, qui est un label purement français. Et puis les critères communs, qui est un label reconnu au niveau international. Donc, on a publié cet été plusieurs profils de protection, qui sont des cibles de sécurité pour les équipements industriels, ainsi qu'une méthode d'évaluation pour pouvoir faire une CSPN sur des équipements industriels. La CSPN, elle est purement française. Maintenant, les critères communs sont internationaux. Et il y a peut-être un intermédiaire à travailler, à mettre en place au niveau européen. Maintenant, tout ça, ça se construit. Et encore une fois, on avancera vers cette certification s'il y a un besoin aussi clairement exprimé de la part des donneurs d'ordre. Une certification, c'est un coût. Les équipementiers ne vont pas mettre un coût dans la certification si ça n'apporte pas un business supplémentaire. Ou alors c'est pour faire plaisir à l'ANSSI, mais j'y crois pas trop. Même si, pour revenir sur le salon Smart Industry de Paris de la semaine dernière, je crois que les 2 équipementiers qui affichaient des choses en matière de cyber sont 2 contributeurs des guides de l'ANSSI. Donc quelque part, ça me fait plaisir. Mais voilà, la certification, on travaille bien sûr activement. Maintenant, il faut aussi que les donneurs d'ordre disent « nous, maintenant, on achètera des produits que s'il y a un tampon, soit CSPN, soit critères communs ou autre ». Et ça va nous aider à avancer. Je crois que le message est passé, les donneurs d'ordre dans la salle, vous avez entendu. Je voudrais, avant de vous donner la parole à la salle, peut-être poser encore une question à Patrick. On a parlé de systèmes anciens, de systèmes plus récents. C'est vrai que dans une Smart City, on imagine qu'il y a plein de choses nouvelles, mais il y a aussi tout l'ancien à gérer, tout l'historique à gérer. Comment on harmonise tout ça? Alors effectivement, il y a de l'existant, j'en parlais tout à l'heure. Donc il y a un travail de recensement et de protection effectivement de ces anciens systèmes qui sont parfois des boîtes noires, donc ça nécessite de les protéger par ailleurs, effectivement, comme on vient de le dire, en mettant des choses devant, à côté, en surveillant, etc. Mais bon, il y a une bonne démarche, ça répond aussi à la question que tu posais, comment accélérer la sécurisation des SCADA. Le fait d'avoir un seul RSSI qui va gérer à la fois la sécurité de la partie industrielle et de la partie informatique traditionnelle, c'est une bonne démarche aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire nous, c'est ce qu'ont choisi aussi de faire d'autres sociétés. Ça permet effectivement qu'il n'y ait pas déjà trop de séparation entre la sécurité industrielle et la sécurité informatique. C'était difficile parfois de se parler, pour les raisons dont on a parlé au tout début, les problèmes de culture, de vocabulaire parfois même, et d'enjeux et d'objectifs différents. Donc voilà, là on va gérer effectivement tout ce qui est industriel de la même façon, entre guillemets, que l'informatique industrielle. Et donc on va bénéficier effectivement, comme on l'a dit également, de toute l'expérience qu'on a eue dans le domaine informatique, et l'appliquer à la partie industrielle. Voilà, je pense que c'est plutôt l'avenir de la problématique, quoi.